Conrado Neri, il est chercheur et professeur à l'université Lyon 3. Ses recherches portent principalement sur le cinéma et la culture visuelle taïwanaise. Il est actuellement le directeur du CEFC Taipei. Frédéric Fourreau, qui nous rejoint en ligne actuellement, est le directeur éditorial et fondateur des éditions Bataillot. Et il y a aussi Stelina Chen, dessinatrice de presse. Son livre Dans la cour des grands est publié chez Éditions Bataillot. Et ce livre est déjà traduit et publié à Taïwan. Nous allons donc commencer d'abord par Corrado, qui nous fera un panorama de la BD taïwanaise. Et ensuite, Frédéric Fourreau fera un focus sur ses publications en lien avec Taïwan. Pour finir, Stelina Chen va partager avec nous les coulisses de sa création. Voilà. Donc, avant de céder la parole à Corrado Neri, je vais d'abord passer une capsule vidéo que l'équipe du Pigeonnier a réalisée autour du maître de la BD taïwanaise, Zheng Wen. Et ce soir, nous avons l'honneur d'avoir l'éditeur taïwanais de Zheng Wen, Huang Jianhe, Huang de Dana Publishing, que vous allez retrouver tout à l'heure dans cette vidéo. Peut-être on va d'abord montrer le public à Frédéric, comme ça. On va faire Merci. Je pense qu'il y a une foule énorme. Ah ouais. Bonjour. Bonjour Sténa. Donc on va d'abord couper le micro. Non.
Donc, on va commencer par ça, non? Peut-être il faut engager. Frédéric, Peut-être vous pouvez éteindre votre micro et. J'éteins. oh, pardon. Oh. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous d'être là et voilà, de m'avoir invité tout à l'heure à dialoguer avec Frédéric et Stellina. Mais surtout, oui, alors, oui, tu as bien raison, Shannon, oui. Parce qu'elle elle a risqué carte blanche pour parler de mes coups de cœur à pépites de la BD taïwanaise. Alors, bon, c'était parti pour des longues discussions de 2 heures et des heures. Donc, non, c'est pas exhaustif. Je vais montrer juste quelques images, quelques pépites complètement subjectifs, mais aussi avec des critères, traduction en français, et présentes, la plupart présents sur les présentoirs de la librairie. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est un peu les critères. Et un autre critère est j'ai essayé de trouver 2, 3 genres, formes qui reviennent assez souvent dans la production de la BD taïwanaise contemporaine. Alors, autour de Jiang Wen, on a déjà eu une très, très, très jolie et exhaustif vidéo, donc, qui a très bien introduit l'auteur. Donc, 2, 3 choses. Alors, effectivement, moi aussi, dans les PowerPoint, j'ai mis les musées nationaux, bon, parce que j'y étais, et c'était effectivement quelle émotion voir ces œuvres, ces planches, ces couvertures, à côté enfin pas exactement à côté, c'est une aile dédiée, mais enfin, dans les mêmes bâtiments qui hébergent Castiglione, qui hébergent des peintures complètement iconiques de l'art chinoise traditionnel. Et aussi, si on pense au musée de la BD à Taichung, dont on voit, qui est ouvert un peu, il y a des pré-expositions, mais qui va donc certainement voilà, ouvrir petit à petit et puis ouvrir les portes au grand public. Bon, cette idée aussi de muséification, enfin de légitimité, de l'être des noblesses de la BD. Donc, je pense que cette exposition a été une des premières, en tout cas, au Musée national, donc la plus importante, iconique, et très important aussi pour nous, lecteurs et passionnés. Alors oui, la qualité n'est pas terrible, mais là, vous avez un livre avec une très, très bonne qualité. Pourquoi? Parce que 2, 3 choses de style ont été dites, certes, mais regardons encore. D'abord, à droite, cette image absolument magnifique qui revient assez souvent, enfin, dans des compositions bien évidemment différentes, mais ça, c'en est une des plus spectaculaires, avec, elle vient d'être mentionnée aussi, hein, les léopards. C'est un gros blanc qui est laissé, alors pas blanc dans la conversation, hein, mais comme dans la peinture traditionnelle, quelque part. Ici, on peut vraiment voir cette énergie du sabreur solitaire qui dégage son chemin, et on l'a vu dans les cinémas. Tout à l'heure, il y a une petite note sur les cinémas de premiers wuxiapiens, au chambara japonais, les films de samouraïs, des ronin et bien sûr, chevaliers errants de Jin Yong, les grands classiques du cinéma hongkongais, en sachant bien sûr que King Hu Jinchuan a tourné Touch of Zen et Dragon Inn ici à Taïwan. Hein. Donc voilà, je dis les grands classiques de cinéma hongkongais, bien évidemment. Je parle aussi de ces échanges avec notamment Hong Kong. Et puis, un peu plus petit, mais on voit dans la planche à gauche et tout en haut, ben, on voit un petit pied. En fait, c'est magnifique, cet élan presque métaphysique du chevalier, sans les lignes de vitesse typiques du manga japonais. Donc, il n'y a pas de ligne de vitesse, c'est ce corps qui flotte dans les airs, qui esquive un coup de l'adversaire pour se retrouver avec un effet très storyboard cinématographique, avec ces contre-champs qui les voient prêts à plonger comme un faucon sur l'adversaire. Or, c'est intéressant de voir ces images d'auteurs japonais, hein, dont l'influence, sur lesquelles l'influence de Jiang Wen est avérée. Alors, je demandais justement à Alexandre Georges, qui ne m'a pas répondu encore, mais voilà, je vais aller voir en juillet. Alors, est-ce que Frank Miller, quand il dessine Electra Lives Again en 86-87, il n'aurait pas vu un Jiang Wen quelque part? Ça, il faudrait demander. Bon, Frank Miller n'est pas facile à joindre, mais enfin,
qui sait, et dans Ronin, dans Wolverine, enfin, dans certaines de ses œuvres où l'encre de Chine est utilisée. Bon, il y a aussi les thématiques liées au surtout samouraï Japon, mais pas que. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une sorte de filiation de Zhang Wen? Ça ne m'étonnerait pas, mais voilà, il faudrait demander au maître. Voilà, je disais, Zhang Yimou, Chiang Kai-ge, certes, Chine, mais les deux ont fait réaliser des films qui s'inspirent de l'histoire de Jin Ke, qui est un des assassins dont les biographies de Sima Qian sont mises en image magnifiquement par Zhang Wen dans les livres traduits en français ici par Batailleux d'ailleurs, qui peut-être en parle après. On passe à une autre chose dans la riche production taïwanaise, et c'est un genre peut-être à part entière que j'appelais pas grande fantaisie, hein, mais biographie, autobiographie, histoire. Parfois vous le verrez avec un petit H, parfois un grand H. Évidemment, on est là. Je pense que Lin Ching peut être vraiment considérée comme une des plus grandes classiques, enfin classique aujourd'hui, elle est encore très active, hein, mais bon, qui a été traduite, donc, et qui produit, elle vit en France, hein, comme la deuxième image du livre qui est là également nous raconte. Eh bien, je me suis amusé comme ça parce que j'aime la BD, hein, au-delà d'influence ou pas influence. Je ne sais pas si tout le monde lit beaucoup de BD, mais voilà, Marjane Satrapi avec son Persépolis, c'est peut-être un dialogue, hein, influence ou pas, mais en tout cas quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces genres de la grande histoire et vu à travers les yeux de qui? Alors, d'une gamine d'abord, hein, parce qu'elle commence à raconter son histoire quand elle est toute petite, elle est née en 73. Donc, elle vit sous la loi martiale, une époque totalitaire. La couverture, d'ailleurs, de son Formose le dit assez clairement, hein, de comment la liberté d'expression était entravée pendant son adolescence, pendant son époque de croissance, et de façon à la fois réelle, mais poétique aussi. Son processus de devenir adulte, de grandir, correspond à l'ouverture du pays, à la démocratisation, à la fin de la loi martiale, avec d'ailleurs une approche très féministe, hein, les mutations de ses corps, les besoins de s'exprimer de ses corps dans une société qui à la fois ne permet pas la libre expression politique, mais aussi qui a une vision très patriarcale et machiste, macho de la société. Stylistiquement, j'ai juste cette petite planche, mais qui lui rend pas honneur. D'un côté, très caricatural dans un sens positif, hein, où les corps sont déformés, très cartoonesques, ces gros yeux, cette expression exagérée. Et en même temps, ça va avec, hein, des solutions graphiques très impressionnantes. En fait, chaque page est différente de la précédente. On a des planches assez classiques avec leurs cases, où souvent les cases explosent pour voir les personnages qui passent du haut en bas, de gauche à droite. Énormément de fantaisie, vous le voyez ici avec les caractères et les japonais, donc avec des solutions graphiques aussi liées à l'écriture des sinogrammes. Donc vraiment une grande agilité dans la composition de la page. Point à la ligne, mais on est toujours dans cette autobiographie. Là, H est augmenté. Pourquoi? Parce que, bon, déjà parce que c'est un ouvrage qui vient tout juste de paraître, bon, voilà, évidemment, si vous cherchez, vous trouvez aussi un entretien sur TV5 Monde, donc il y a eu une presse assez importante et intéressante. Encore, je m'amuse, Alberto Breccia, un des grands maîtres de la bande dessinée sud-américaine, pour les côtés très, très fouillés, blancs de détails, très gravures, un peu sales et qui fait mal. Ça fait un peu mal, cette BD, en fait. Ça fait un peu mal parce qu'il raconte une histoire de deux frères qui se séparent en 49 et, vu d'ici, on peut dire, a la particularité parce que l'histoire est finalement vue de Chine. Donc, des personnes qui ne savent pas où est-ce qu'il est arrivé ou pas. Ses frères, il n'y a pas de nouvelles pendant 40 ans. Mamie va raconter à son neveu, qui va dessiner après cette histoire, les longues années de la révolution culturelle, de Tatsepa, bref, toute une histoire que vous savez là, mais que Taïwan ne connaît pas.
Et alors, j'ai spoiler, mais bon, l'histoire un peu, vous la connaissez, hein, il y aura un moment de possible retrouvailles avec la famille perdue des vues depuis 40 ans. Donc, une histoire assez poignante qui rentre dans l'idée de, voilà, de histoire et biographie, autobiographie, mais qui reste en Chine. Et on ne va pas suivre les aventures du frère parti à Taïwan, sinon après, dans ses souvenirs. Là aussi, nous sommes dans une déclinaison, une autre vision de cette biographie, autobiographie, histoire. Pourquoi autre? Alors, certes, l'histoire du petit personnage, autre parce que Yang Mu est un grand auteur. Lin Chiling aussi, mais bon, pas quand elle est jeune, elle écrit dans sa création, c'est sa création BD qui la rend autrice. Hein. Ici, Yang Mu, poète, essayiste, critique, traducteur et académicien, écrit ce texte, alors non traduit à ma connaissance, en français, avec cette opération très particulière. Pourquoi? Ben déjà, je vous avais montré, ça ressemble à ça, vous l'avez, hein, ça ressemble à ça. Donc, stylistiquement, les visages assez encore dessins animés. Hein, donc avec un nez très pointu, esquissé vite, et après des moments de respiration, de contemplation, très poétique. Bon, Yang Mu est un poète, ça c'est facile, ok, mais très poétique ici pour les voyages, poétique dur quand il y a des bombes qui tombent parce qu'on est pendant la guerre. Et les jeunes hommes partent se battre, la famille doit partir pour se réfugier à la montagne. Bon, encore dans les petits... Non, tout à l'heure, les petits jeux. Alors oui, ça n'a rien à voir, mais en fait, si. C'est intéressant comme démarche, parce que, bon, Oucheron est l'artiste, BDaste, créateur, dessinateur, mais c'est sa première bande dessinée. Il a beaucoup travaillé sur l'animation. Et donc, l'éditeur et Oucheron décident de faire appel à Laure Huifang, qui s'est définie elle-même dans l'introduction script doctor. Elle est scénariste. Elle est scénariste active en France. Elle a fait beaucoup de choses. Très intéressante. Ça, c'est ma préférée déjà, les titres. C'est magnifique. Je vais vous le mettre. L'odeur des garçons affamés. Alors oui, ça n'a rien à voir avec Taïwan, mais c'est vraiment chouette. Déjà, les titres, je ne peux pas plus me précipiter dessus. Frédéric Peters, rien à voir avec Taïwan. Bon, c'est parce que la scénariste, elle est vraiment chouette comme BD. Un western, vous en doutez, avec un twist pas très Sergio Leone, pour rester sur le classique. Bref, et elle, donc, elle a beaucoup travaillé avec les Oucheron, avec des historiens, avec les textes de Yang Mu pour créer un objet qui est à la fois bande dessinée, qui est livre illustré, qui est roman, qui est un beau livre aussi. Très, très, très élégant dans cette idée aussi, toujours de histoire personnelle et grande histoire. Voilà. Qui me rappelle de façon purement visuelle JP et notamment La Terre des Fils. Bon, là, j'ai trouvé justement des nez un peu pointus et des aquarelles. Mais surtout, Fils me sert pour passer à la diapo suivante, qui est pour parler de cette tétralogie qui est certainement, non, certainement, je ne sais pas, c'est Shannon qui va me dire, mais je pense, une best-seller, en tout cas, qui a eu énormément de prix. La scénariste Yu Pei-yun a été interviewée par Les Mondes, donc il y a aussi une résonance médiatique importante. Et vous en doutez bien, hein, parler dans les détails de cet ouvrage colossal est impossible, donc je ne peux que conseiller la lecture. Nous sommes dans la biographie de Tsai Kuo-ling, qui naît dans les années 30, donc qui parle japonais et taïwanais, qui va apprendre beaucoup plus tard les mandarins, et qui, hélas, passe sa vingtaine, ses 20 ans, en prison sur l'île Verte. Accusé de sédition, il était parti d'une club de lecture et il est capturé par la police et envoyé sur l'île Verte où il passe ses 20 ans. Enfin, 10 ans, donc sa vingtaine et sa jeunesse.
Dans le troisième tome, il revient sur les continents, le continent Taïwan. Là, attention, Taïwan, voilà, Pentao, je ne sais plus. Bref, il sort de l'île verte. Et ça, c'est mon tome préféré, mais c'est perso. Parce que déjà, il raconte cette renaissance. Alors bon, il a perdu ses 20 ans, enfin, mais c'est retrouvé à 30 ans dans une Taïwan qu'il ne connaît pas. Et il fait beaucoup de choses. Il a une vie extraordinaire. Il est publiciste, il parle japonais. Donc, il est moteur, il contribue au boom économique de Taïwan parce qu'ils ont besoin de travailler avec les Japonais. Donc, lui, il parle japonais, c'est sa langue maternelle. Donc, il est dans l'économie, il est publiciste. Mais surtout, il est éditeur, il publie des revues, notamment Once, que vous voyez d'ailleurs dans la couverture. Donc, en fait, cet ouvrage, ça passionne de son histoire personnelle. On apprend beaucoup sur l'histoire de Taïwan avec des notes à bas de page, enfin, fin d'ouvrage, des documents. On apprend beaucoup sur l'histoire de Taïwan et aussi sur l'histoire de la BD à Taïwan. Donc, c'est aussi une histoire du médium. On apprend de comment on ne payait pas les droits d'auteur pour les BD japonaises, on les transformait en BD taïwanaises, on pouvait les publier hebdomadaires. Enfin bref, je ne spoiler pas, mais c'est très beau et très poignante parce qu'à la fin, il part à la retraite. Vous en doutez bien que non, avec toutes ces énergies, mais devient des activistes pour les musées des droits de l'homme et pour parler de son expérience d'ancien prisonnier, etc. Et donc, il y aura à la fin les entretiens avec l'historienne et professeure d'histoire de la littérature taïwanaise qui crée cette œuvre. C'est sa première incursion dans le monde de la BD. Never Too Late. Voilà, comme quoi, pour les deux auteurs, c'est la première BD, donc c'est assez rassurant pour nous, si vous voulez, une double vie. Point à la ligne. Il n'y a pas que des histoires biographiques ou autobiographiques et de la grande histoire, mais il y a aussi du contemporain, un regard, notamment avec Ruang Guangming, qui est peut-être le plus connu, qui est traduit en français, en italien, qui est un auteur donc qui se focalise, qui raconte notamment avec ces textes que vous avez ici, je crois, non? Peut-être. Là, il se concentre sur les petites échoppes qui vendent de tout et qui sont en voie de disparition parce qu'il y a Cévennes et d'autres soupérettes ouvertes 24/24, certes, enfin bien, mais qui ne sont pas Cévennes parce que c'était des retrouvailles pour. Il y a des enfants qui attendent les parents à la sortie d'école qui attendent là en jouant à des jeux vidéo, à des flippers. Et il y a les vieilles personnes qui restent des heures pour papoter entre eux ou avec les gérants. C'est des véritables lieux de cohésion sociale pour les voisinages, notamment dans des petites villes. Il est aussi très important parce que son œuvre a été aussi transposée sur les petits écrans, donc avec un mode multimédia. Il a créé aussi une sorte de sous-genre de ces petits plaisirs de vie quotidienne. Oui, et aussi les trains, mais pas les gautiers, non, les petits trains qui s'arrêtent à toutes les gares, voilà. Et là aussi, merci Shannon de m'avoir suggéré cet ouvrage, l'histoire d'une jeune fille qui commence à travailler pour des pompes funèbres. Et bon, comme l'indiquent déjà ces petites fleurs, va découvrir finalement les petits plaisirs et les devoirs d'un commerce qui n'est pas un, qui est là surtout pour l'échange émotionnel. Mais il n'y a pas que de K'ai à Taïwan. Heureusement, il y a aussi des muscles de la guerre, du sang, des batailles et des têtes coupées. Voilà, heureusement, ça j'adore, c'est vraiment très, très, très bien. Et comme le titre l'indique très clairement, on est dans l'histoire de Koshinga. Je signale pour les éditeurs présents en vidéo dans la salle, qui sait, qu'il y a aussi un prequel qui vient de sortir maintenant et qui est extrêmement bien. Et voilà, j'en parle parce que comme à Tainan, le musée d'histoire, les 400 ans de hollandais et les conférences à Cheta pour l'internationalisation de Taïwan, voilà. Bon, ça c'était les pères de Koshinga, ça c'est Koshinga fils, et c'est très bien, un mélange assez étonnant de manga, de super-héros. Koshinga arrive, bon, vous le fouillez, arrive avec un masque comme Iron Man. Elle arrive déguisée en Iron Man, c'est assez impressionnant, c'est assez fort, avec aussi un détail quand même historique. Alors, bon, c'est pas là où on va prendre l'histoire
un livre d'histoire, mais quand même avec des notes, des traductions de lettres échangées à l'époque, et donc avec quand même un souci de proximité ou de ne pas trop s'éloigner de l'histoire, en tout cas de donner la curiosité pour lire further reading. Bon, il a fait ça aussi qui est très bien et qui est muet, donc, mais qui a été publié en France. J'arrive presque à ma conclusion avec mon coup de cœur tout récent, mais bon, mon coup de cœur de beaucoup d'autres pays, c'est traduit en italien, en français, donc je pense qu'il a déjà une belle carrière, il est né sur le webtoon, il a une magnifique édition en mode BD américaine, enfin comics américaine, en papier à Taïwan, les Italiens et les Français, ils les publient en manga. Hein, pour dire si sur les formats éditoriaux, c'est assez intéressant. Et alors, c'est complètement passionnant. Là-dedans, il y a tout là-dedans. Il y a les prophéties les prophéties qui vont se réaliser et qu'on fait en sorte qu'ils se réalisent. Il y a du Matrix. Matrix, c'est là. Une guerrière en cuir qui révolte en mode. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Enfin bon, vous voyez? Oh non, vous êtes peut-être trop jeune pour ça. Trinity, voilà, merci. Il y a du Matrix aussi, de AI méchante qui veut exterminer l'humanité. Et d'ailleurs aussi en mode robot Terminator. Et avec Terminator, voyage dans les temps et multiverse. N'oublions pas les multiverses. Il y a beaucoup de super-héros. Voilà, les chers super-héros. Il y a beaucoup de Watchmen ou Batman de Nolan. Hein, c'est-à-dire que, bon, s'il y a des super-héros, il y a aussi des super-méchants. Et sans trop spoilerer, bon, hein, l'un ne vit pas sans l'autre. Il y a tout dedans, c'est assez rigolo. Mais comme vous le voyez, elle était aussi experte de opéra traditionnel. Donc, c'est vrai que tous ces éléments arrivent quand même à avoir un lien assez fort avec la culture locale. Et puis, c'est pas Manhattan ou Tokyo qui est rasé au sol, mais City Hall, chez Jiangsu. Voilà, donc c'est assez réjouissant en fait, dans la fantasy. Comme c'est dans la fantasy, c'est assez réjouissant de voir en fait, voilà, Trinity qui explose le 101. Voilà, comme ça reste dans la fantasy, et là il y en a de fantasy beaucoup. J'ai presque fini, parce que ça, c'est pas traduit, mais quand même, c'est quelque chose de très fort et de très important qui donc appelle aux chercheurs, chercheuses, éditeurs, etc. Ça se fait beaucoup, hein, les revues dessinées. Ailleurs, aussi à Taïwan. Et quoi? Donc, la BD de reportage. Donc, The Reporter, qui est un des organes les plus importants aujourd'hui et plus riches de journalisme investigatif, dédie aussi des BD à ces reportages. Notamment une sur les marchés de la solitude, donc les poupées gonflables et là, c'est la fille, mais peut-être dans les deux sexes, hein, qui donne son temps pour faire les boyfriend ou girlfriend experience. Hein, là, pas les corps, mais les temps. Donc, tu sors avec moi, on va dîner, je te présente à mes parents comme ma copine. Donc, d'ici, l'idée de marché des solitudes, c'est assez poignant. Un étudiant de Ouganda à Taïwan, donc un reportage, un entretien, etc. Ou les déforestations sauvages et illégales. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, très fort, de très engagé, de complètement collé au réel, à aujourd'hui, avec ses sources. Et c'est pour ça que ça me donne l'opportunité de passer à Cartooning for Peace, parce qu'on va parler d'autres choses. Stellina travaille, entre autres, mais elle va nous en parler mieux, hein, de Cartooning for Peace. Mais je laisse, d'abord, donc ça c'était la transition, pour parler de Patayo, qui a publié Stellina. Mais bon, alors j'ai mes clips, ça c'était juste la transition, donc je vais laisser la parole à... alors là, par contre, je ne sais pas où on est. Voilà, pour laisser la parole à Frédéric Fourreau des éditions Patayo et après à Stellina. C'était cool. Tu veux dire ça? Non. Frédéric? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran, en fait? C'est ça qui est important. Oui, oui. Oui, on voit bien. Super.
Super, super. D'accord. Bon, bah, j'y vais alors. Oui, allez-y. Allez, j'y vais. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Un petit coucou de France, de la ville de Nantes, où je vis. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Nantes, c'est sur le bord de la Loire, pas très loin de l'océan Atlantique. Voilà, donc autre espace et autre temps. Euh, voilà, donc Frédéric Fourreau, donc je suis éditeur, et si vous voyez devant vous une drôle d'image qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler de la bande dessinée, c'est parce que je suis rentré dans la bande dessinée après avoir fait un autre métier. Jusqu'à quelques années, j'étais architecte paysagiste, c'est-à-dire que je travaillais sur des espaces publics, ce qu'on appelle des espaces publics nous en France, donc pour travailler sur des aménagements de quartier, des aménagements de parcs, des jeux pour enfants, des aménagements de place, etc., et des réflexions territoriales. Et si je vous montre un peu ces deux images-là, c'est quelque chose qui était tout à fait important pour moi. C'est des images de réalisation que j'ai pu faire dans mon ancien métier. Mais c'était de dire que quelque part, le paysage pour moi, c'était avant tout une notion de mise en scène avec des premiers plans. Là, vous voyez à gauche, on a un arbre tout de blanc vêtu qui est en premier plan. Et puis en arrière, vous avez une sorte de verticalité avec cette forme arrondie. Dont je m'étais inspiré d'ailleurs de tombes du Sud-Corée que j'avais pu voir in situ, qui m'avait beaucoup marqué. Et c'est cette mise en scène et sur le travail des textures qui me plaisait énormément dans mon travail. Et l'image que vous avez de l'autre côté, plus en couleur, c'était pour dire que, bah, quelque part, ce qui était important, c'était toujours de se poser la question des usages qui pouvaient en être faits, de la façon dont les gens pouvaient se raconter leur propre histoire dans les espaces que l'on créait. Et ici, par exemple, c'était un espace jeu qu'on avait réalisé avec les enfants, pour les enfants, avec, vous voyez, une façon de travailler la couleur et les formes complètement étranges. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, hein. J'ai travaillé dans ce secteur-là pendant 20-25 ans, ça a guidé mes pas. Et c'est par rapport à ça que moi, je suis arrivé dans le domaine de l'édition en 2020, en créant la maison d'édition Pataillot. Alors, Pataillot, c'est un mot qui, en français, veut strictement rien dire. C'était un petit mot qui se trimballait dans ma famille, etc. Mais c'est un petit mot rigolo. Puis, en même temps, c'est un petit mot qui pouvait ouvrir tous les possibles. Et puis, bah, depuis, c'est grâce aux algorithmes que l'on peut trouver sur Internet, et entre guillemets, un algorithme YouTube qui, depuis que j'avais ouvert ma chaîne Pataillot, m'envoyait systématiquement sur des sites de transfert d'argent vers les Philippines, que j'ai découvert que Patayo est en fait aussi un titre d'une chanson. Et une chanson qui est aussi assez rigolote, qui me plaît bien en fait, qui est chantée par Juanita Duplessis, qui est paradoxalement non pas une femme d'Amérique du Sud, mais une femme de Namibie, donc juste à côté de l'Afrique du Sud, et qui chante Patayo dans une langue d'Afrique du Sud, tout en utilisant des mots philippins. Donc en fait, Patayo, maintenant, je sais que ça veut dire quelque chose en philippin, ça veut dire bâtir, créer, ériger, et quelque part, je trouve que cette idée-là me revient assez. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est pour ça que je vous montre cette image-là, je ne vais pas vous la chanter, bien sûr, mais c'était de me dire que ça correspondait aussi un petit peu à ce que je recherchais quand j'ai monté ma maison d'édition. Et qui faisait droit fil aussi de ce que je faisais auparavant, parce que j'ai travaillé en France, bien entendu, j'ai travaillé aussi dans ce qu'on appelle les dom-toms, sur les îles françaises à travers le monde, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Guadeloupe, etc., Guyane, et j'ai fini quelques travaux, que ce soit au Kenya ou au Vietnam, c'était de me confronter aussi par rapport à la culture, une culture qui n'était pas la mienne, et donc déguiser mon regard et de confronter mes regards par rapport à ce que j'observais et les façons dont les gens utilisaient. Et donc, à partir de là, je monte en 2020 à Patayo, et alors que je pensais de découvrir de la bande dessinée, je découvre des nouveaux mots. Un mot que je ne connaissais pas, entre autres. Un manois. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Alors évidemment, je vous dis ça avec un accent bien français, donc je ne sais pas comment on le dit en chinois. Et voilà, donc la bande dessinée habitait en chinois, et donc je démarre avec des assassins de Chen Wen, dont Corrado vous a parlé déjà tout à l'heure. Un petit peu, l'image que je vous montre là montre un petit peu ce qui m'a intéressé dans Chen Wen au premier abord, parce que ça, c'est un point qui est important. Je ne parle pas chinois, je ne lis pas chinois, je ne comprends pas chinois, et pour être honnête, jusqu'à très peu de temps, je connaissais assez peu l'histoire chinoise. J'étais bien allé faire un tour en Chine, mais je ne connaissais pas du tout l'histoire chinoise. Donc moi, en fait,
ce qui m'a intéressé, si vous voulez, dans son travail, c'est en fait une réminiscence de ce qui m'avait habité pendant quelques temps. J'avais fait de la calligraphie. Là, vous avez à votre gauche Fabienne Verdier, qui est une calligraphe française et qui calligraphie en chinois. Donc, vous voyez, même avec des façons complètement énormes. Et à droite, là, vous avez Chen Wen qui lui, travaillait sur ces planches. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est en fait cette dynamique, cette énergie, et je crois que Corrado vous en a parlé tout à l'heure, que l'on a dans le trait de Chen Wen. Et je pense que toute cette énergie et ce dessin-là m'intéressait parce que je trouvais que par rapport à la bande dessinée classique que l'on peut avoir, nous, en Europe, il nous amenait une énergie, une diversité du regard très intéressant. Et aussi, ce qui m'intéressait aussi dans Chen Wen, c'est pareil, à votre gauche, vous avez aussi une calligraphie de Fabienne Verdier, et à droite, un dessin de Chen Wen, c'était de dire que Chen Wen, il pouvait s'appuyer sur les accidents qu'il pouvait avoir avec son dessin, donc dessin aux encres et au pinceau, pour après le transformer en un dessin tout à fait compréhensible. Là, ce guerrier qui est parti en fait simplement d'une tâche, mais qui vous amène tout à fait dans cette dynamique. Alors, petite anecdote assez rigolote, si vous voulez, cette image-là à votre droite, il y a 2-3 ans, j'ai fait une intervention au musée du Quai Branly à Paris, du musée Jacques Chirac, et pour présenter le travail autour des assassins, de Chen Wen, et je suis venu avec 2 posters que j'avais tirés de dessins de Chen Wen. Il y a celui-ci, puis un autre en couleur, et j'ai laissé comme ça, à la fin de mon intervention, ces dessins au musée, et depuis j'ai appris que ces 2 dessins de Chen Wen sont maintenant rentrés dans les collections du musée du Quai Branly à Paris. Et je trouve que cette petite façon de faire m'amuse énormément. Et puis, je ne vous cache pas que sur les petits dessins, il y a des petits logos Patayo. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera quand quelques chercheurs, dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, iront chercher, se poseront des questions sur ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est aussi des histoires, bien sûr, qu'on met à disposition du public, mais c'est aussi des histoires qu'on a le droit de se raconter à soi-même pour avancer un petit peu là. Alors, je vous montre aussi ça, et Corrado vous en a aussi parlé, donc je crois que c'est quelque chose de très partagé. C'est la question des angles de vue complètement improbables de Chen Wen. Là, c'est les Heroes of East Chu Dynasty, donc des effets de contre-plongée, des corps complètement distordus, et en fait, j'ai vraiment une réminiscence par rapport au dessin que vous avez à côté, avec des personnages que vous reconnaissez forcément, Wonder Woman et Superwoman. C'est une image que j'ai scannée d'un livre que je garde avec moi depuis que je suis gamin. Donc, je dois avoir 7-8 ans quand je suis tombé sur ce livre-là. Bon, l'histoire, c'est tout bête, hein. C'est Superman et Superwoman qui se bataillent un petit peu. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose dans le travail de Chen Wen qui se mettait en résonance avec ce qu'on connaît beaucoup plus traditionnellement dans la bande dessinée. Et je trouvais que ces 2 façons de montrer la violence, le mouvement, et travailler d'une autre façon. Et Corrado, vous l'a montré tout à l'heure sur une des planches des assassins, où il vous a dit qu'on a juste un petit pied qui survolte au-dessus d'un des personnages, mais c'est ça qui nous amène dans le mouvement. Et voilà, donc en fait, si je vous montre ça, c'était vraiment pour dire que moi, vraiment, ce qui m'a intéressé, en fait, quand je suis arrivé entre les mains avec des assassins, c'est cette dextérité graphique de Chen Wen qui m'amenait du mouvement, et cette façon, en quelques coups de pinceau, tout en laissant les ombres, les couleurs, etc., de nous montrer le mouvement. Et moi, le travail qui a été fait en tant qu'éditeur, c'est aussi la chance que j'ai eue. Donc les droits appartiennent à Locus Publishing, sont à la veuve de Chen Wen. Et Locus Publishing, c'est qu'on a reçu, en fait, on a eu la chance d'avoir les planches originales, les scans des planches originales. Il faut savoir que Chen Wen dessinait vraiment sur une seule planche, voilà. Et ensuite, quand les travaux de dessin avaient été faits par Chen Wen, ensuite il y avait un montage qui était fait sur informatique, qui vous ramenait des blancs, qui vous donnait des cases. Et nous, on est reparti de ça pour se dire que la version française de Chen Wen que l'on proposait, alors il faut savoir que Des Assassins de Chen Wen est la seule version européenne qui existe, donc chez Patayo en français, c'était de se dire, voilà, on a retravaillé avec la graphiste pour retravailler en fait aussi.
et donner la possibilité aux lecteurs européens de pouvoir découvrir aussi cette dextérité graphique de Chen Wen, où vous voyez que, par exemple, sur ce poisson qui se fait couper en deux, on a enlevé le cadre que l'on retrouve dans l'image principale pour vous donner vraiment l'impression que voilà, la tête du poisson vous saute à la gorge. Et ça, c'était un point qui était très important et qui a participé en fait vraiment au plaisir que j'ai eu de travailler ce livre-là, qui était en plus le premier livre que je faisais en couleur. Et puis pour finir, alors je vous montre un peu ça, c'est aussi une des images que l'on retrouve dans des assassins de Chen Wen, et donc ça c'est une autre façon de dessiner de Chen Wen. En fait, ça m'a permis de découvrir ce fameux wuxia, ces fameux chevaliers aux épées, alors qui manifestement ont des coups de sabre assez extraordinaires pour couper un cheval en deux, mais ça m'a permis en fait aussi de rentrer un peu dans cet univers-là. Et là, pour être honnête, vraiment, je ne connaissais pas du tout cet univers-là. Et pour être vraiment honnête avec vous, j'avais une telle inculture de cette Chine antique que je croyais que les images que nous proposait Chen Wen étaient un peu les images que l'on peut revoir dans certains films qui passent en Europe, je pense au Poignard volant, etc. Donc quelque chose où on est dans un univers un petit peu indistinct, dans lequel on est dans une sorte de Chine un petit peu fantasmée et qui est complètement déconnecté de la réalité. Et c'est vrai que via des assassins, ça m'a aussi permis de découvrir Sima Qian. Alors, je suis désolé pour l'accent. Donc ce premier historien chinois de 200 ans avant l'ère chrétienne et qui nous fait découvrir en fait la création et l'émergence de cette Chine éternelle. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui maintenant je participe, si vous voulez, à une découverte auprès des lecteurs français, entre autres de cette histoire qui est complètement méconnue et qui sort en fait d'une histoire folklorique telle qu'on pourrait l'avoir, mais qui vient s'ancrer vraiment dans une culture. Et donc ce wuxia qui est là. Et ça, c'est important aussi parce que ce livre-là participe à une collection qui s'appelle Des cases, des langues, des mondes. Et dans ce livre-là, que je pense au pigeonnier, vous allez pouvoir refléter, vous allez voir qu'il y a une préface qui nous remet en perspective ce wuxia écrit par Marie Laurillard, qui est une sinologue de Lyon, que je crois Corrado connaît par ailleurs, et puis Laurent Mélikian qui a fait une perspective sur la bande dessinée taïwanaise. Et donc, quelque part, avec ce livre-là, c'est une façon d'avoir une porte d'entrée sur un art qu'on connaît très peu en Europe, et c'est ça qui m'a intéressé. Alors ça, c'était le premier mot, donc ce premier mot aussi que maintenant je commence à connaître, le manhwa, donc la bande dessinée, mais travaillée d'une autre façon. Et puis, quand j'ai démarré, en fait, je le fais à rebours, mais j'ai commencé par ce mot-là, c'est-à-dire lianhua. Aucune idée de ce que c'était, et puis pour être honnête, il a fallu que j'aille chercher sur Internet pour essayer de comprendre ce qu'étaient ces petits livres, que j'en avais 2 qui traînaient dans ma bibliothèque, ces petits livres qui tenaient dans une poche, écrits en noir et blanc, en chinois, sur lequel je comprenais rien de ce qui était fait, et quand j'ai enfin découvert ce mot-là, le lianhua, c'est-à-dire les images qui s'enchaînent en français, j'ai aussi découvert ces images-là. Et cette image-là me plaît énormément, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la rue, il y a des petits bancs, et puis on a une bibliothèque de rue, et puis les gens viennent, prennent quelque chose, et en fait, cette bibliothèque-là, c'est une bibliothèque où on loue des livres. Et cette image-là m'a vraiment marqué parce que vous vous souvenez, la première image que je vous ai montrée, c'est une tonne d'enfants montant sur des jeux pour enfants. Et c'est-à-dire que cette approche de dire que la BD peut devenir un élément complètement démocratique qui puisse amener énormément d'interférences avec les lecteurs est quelque chose qui m'avait fortement marqué. Et quelque chose qui m'a intéressé, c'est que, donc là, je vous présente un personnage que bien sûr tout le monde connaît, notre ami Tintin, Milou, Haddock, on a Tournesol, on a vraiment tout le monde, là c'est Tintin au Tibet. Moi je connaissais en fait, si vous voulez, la BD dans son format très classique, des images qui s'enchaînent, c'est-à-dire le manhwa, et en fait il a fallu que je découvre aussi un nouveau format, c'est ce qu'on voit sur la droite de l'image, le Tintin, c'est-à-dire avec 2 images qui se répondent, et quelque part cette image qui se répond, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant.
D'une part, c'est qu'il revient un petit peu aux origines de la bande dessinée. Les premières bandes dessinées européennes étaient vraiment des cases qui s'alignaient les unes par rapport aux autres, où quelque part, les textes étaient en dehors des cases. Je pense à des Bécassines, je pense à des Princes Vaillants qu'on trouvait en Europe. Et donc, il y avait ce retour à une sorte de simplicité, si vous voulez, dans la façon de faire des histoires qui m'intéressaient. Et donc, je me suis lancé dans ces Lianois et je suis parti là, dans cette direction-là. Et quand je suis parti dans cette direction-là, je suis allé à Angoulême, là, pour la première fois de ma vie, pour essayer de voir ce qu'était de la bande dessinée, parce que vraiment, je n'étais vraiment pas un spécialiste. Et là, je suis tombé sur un stand, qui était un stand qui était le stand du Centre culturel de Hong Kong, avec qui je me suis mis en relation en leur disant, bah, moi, vous voyez, je suis en train de monter une maison d'édition, je suis en train de mettre en place un format, le Lianois, qui est inconnu en France, mais qui, pour moi, offre énormément de potentialité. Est-ce que vous n'auriez pas par hasard des auteurs qui auraient envie de travailler avec moi? Et cet auteur-là, bah, c'est Kwang Ching Lo, donc, qui est un auteur hongkongais, mais qui, je crois que vous connaissez très bien à Taïwan, et qui est venu d'ailleurs au Pigeonnier il y a quelques temps, qui de temps en temps fait des escapades au Japon. Et en fait, Kwang Ching Lo, bah, lui, il s'est approprié ce format-là, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire cette façon de faire une histoire avec deux images l'une à côté de l'autre. Et lui, il l'a appréhendé d'une façon que je trouve très intéressante, c'est-à-dire qu'une case plus une case qui a toujours la même taille, qu'on met les unes à côté des autres, quelque part, si vous en mettez 24 l'une derrière l'autre et que vous faites passer ça en une seconde, c'est pas Corrado qui va me dire le contraire, mais c'est ce qu'on appelle du cinéma. Et donc, c'est quelque chose que je trouvais très, très intéressant. Et donc, Fantaisie ordinaire de Kwang Ching Lo, vous allez voir, utilise un petit peu ça. Et il y a eu quelque chose aussi qui a été très intéressant, et c'est que Kwang Ching Lo ne voulait pas mettre d'histoire écrite. Et bah, quelque part, je lui ai proposé, il a accepté, et on a trouvé Victor, qui est un compositeur qui vit à Amsterdam, qui avait déjà travaillé avec Kwang Ching Lo pour du jeu vidéo. On a trouvé un compositeur qui a accepté de mettre en musique l'histoire décidée de Kwang Ching Lo, Fantaisie ordinaire. Et donc voilà, je vous montre quelques images. Voilà, ça c'est une des images d'entrée. Donc vous voyez, on a toujours une image et la composition musicale qui se passe. Alors il ne faut pas oublier que les images sont à droite et gauche et que la composition que vous avez là est pour votre main droite et votre main gauche. Donc vous pouvez la jouer au piano. Et en fait, cette musique-là bah, vous accompagne dans cette approche très cinématographique du travail de Kwang Ching Lo. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fortement intéressé. C'est mon premier travail, si vous voulez, avec un auteur étranger, qui plus est asiatique. Et c'est grâce à ce travail-là, Ao, je crois, est parmi vous, qui m'a permis de rencontrer Ao, qui détenait les droits des assassins. Donc il y a quelque chose qui s'est mis en place. Alors, ça, c'est cette approche-là du Lianois façon Kwang Ching Lo, Hong Kong. Et là, maintenant, on est là pour parler de Taïwan, moi, j'ai travaillé dernièrement avec un auteur qui s'appelle Evergreen Ye, qui a créé pour moi, donc c'est vraiment une création pour Patayo en France, un petit Lianois qui s'appelle Lost Gods, Shenmue, l'esprit de l'art. Alors là, ce qui m'a intéressé en fait, et c'est tout le travail avec Evergreen, c'est que moi, la ligne éditoriale que je mets, c'est l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est-à-dire que quelque part, si on s'appuie sur une réalité, on est obligé de s'en échapper pour pouvoir aller chercher ce qui peut être extraordinaire dans l'histoire que l'on raconte, pour nous amener dans une découverte. Et ce qui m'a intéressé avec Evergreen, c'est que même si ici, je pense que c'est peut-être des images que vous pouvez retrouver, vous qui habitez Taïwan, de retrouver certaines images de quartiers de Taïwan, il ne faut pas oublier que pour moi, français, c'est quelque chose de complètement exotique et qui me permet de rentrer dans un univers urbain, fantasmagorique, complètement différent. Et ce qui m'a intéressé aussi avec Evergreen, c'est que il part à la recherche des dieux oubliés, mais c'est dans le Taipei contemporain. Et on voit bien que le Taipei contemporain, on le voit sur cette image-là, c'est une balance entre, vous voyez, ce fêtage de temple, sans doute très traditionnel, et puis cet embroglio de câbles, de transformateurs électriques qui existe là. Et donc, de se dire, en fait, dans la culture taïwanaise, il y a quelque chose qui existe. Et ces choses qui existent, en fait, c'est cette multiplicité des divinités, des dieux, des divinités, des farfadets, etc., qui existent parmi vous. Je crois qu'il y a plein d'hôtels que vous pouvez retrouver au coin des rues.
en sachant que nous, en Europe, c'est quelque chose qui nous est complètement inconnu. On est dans un système religieux et mythique qui est vraiment très réglé. On a un seul Dieu, qu'il soit chrétien ou musulman, mais cette multiplicité n'existe plus. Et donc, de confronter, de nous amener un peu cette découverte de cette culture-là m'a fortement intéressé. Donc, avec Moyu, la passeuse, qui est là pour dessiner des dieux oubliés et leur permettre de repartir vers le chemin céleste. Et ça, ces univers-là m'intéressaient énormément. Et puis, voilà, on a un personnage principal qui se met là. Et il y a quelque chose que vous voyez, c'est que ce qui m'intéressait aussi dans ce livre-là, c'était quelque chose que j'avais expérimenté déjà avec une autrice chinoise qui vit à Nantes, c'était d'avoir la possibilité d'offrir des livres en 2 langues. Le livre en langue française et ici en chinois complexe de Taïwan, qui est simplement une façon pour ceux qui veulent apprendre le chinois d'être confrontés à cette langue-là, d'avoir la langue en française vis-à-vis. Et vous de même, de l'autre côté, c'est-à-dire chez vous à Taïwan, de pouvoir avoir la langue française en vis-à-vis de la langue taïwanaise. Et puis, il y a quelque part, pour moi, qui ne parle pas un mot de chinois, qui ne lit pas le chinois, il y a ce côté magique de ces hiéroglyphes qui s'additionnent exactement et qui se mettent en relation avec le dessin d'Evergreen. Et donc là, dans Lost God Shenmue, on suit Shenmue, ce dieu un peu étrange qui, au départ, était juste un bout de tabouret au bout d'un temple, et puis plus il se rapproche de la montagne qu'il a vu naître, plus il retrouve sa forme initiale, et plus il nous raconte sa propre histoire, qui vient se télescoper avec la colonisation japonaise que vous avez connue, et qui, manifestement, a fortement déforesté l'île. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait, et aussi toujours, c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire que cette divinité fait partie de votre quotidien. Et ça, cette approche du quotidien m'intéresse énormément. Alors là, je vous présente un deuxième personnage. Ça, c'est une avant-première pour vous, parce que ça, je vous présente Maxa. C'est le deuxième livre de Evergreen dans la collection Lost Gods pour Patayo. Donc là, c'est vraiment une sorcière de Taïwan avec des yeux de chat, des ailes de bananier. Et dans cette histoire-là, Maxa va faire un tour en Espagne pour aller rencontrer en fait nos propres fées, fantômes européens dans un univers espagnol au moment des autodafés et surtout des inquisitions espagnoles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est-à-dire une confrontation en fait entre 2 cultures, 2 imaginaires, 2 exotismes. Parce que moi, autant je suis attiré par l'exotisme d'Evergreen sur les divinités, bien entendu, Evergreen qui est parti faire 2 mois de résidence en Espagne, lui a surtout vu l'exotisme des villes européennes, de nos démons, de nos fées, et surtout a été confronté à, évidemment, tout ce qu'il a pu voir dans les musées, que ce soit Goya, etc. Donc voilà un petit peu mon approche de la bande dessinée taïwanaise, c'est-à-dire que quelque part, paradoxalement, le lianois fait aussi ce lien entre 2 cultures, entre une culture taïwanaise et une culture française et européenne. Alors, dans la cour des grands, c'est le deuxième livre de Stélina. Là, je vais aller assez vite parce que Stélina est parmi vous, donc elle va vous dire quelque chose. Moi, je voulais juste vous montrer une chose. C'est cette image-là. C'est une image de Stélina que j'ai découvert quand j'ai rencontré la première fois à Angoulême. Et c'était, je crois, en 2021. Et j'avais beaucoup aimé cette approche caricaturiste, donc cartooning for peace, ça vous en parlera, mais cette façon de se moquer des grands du monde. Et j'avais cette image-là en me disant, tiens, c'est les grands du monde en slip. Et quelque part, il y a quelque chose de complètement irrévérencieux et quelque chose qui pourrait être très, très, très intéressant. Et quand Stélina est revenue me voir à Nantes, on a discuté d'un projet et on s'est dit que ça pourrait être intéressant justement de faire un lianois façon dessin de presse assez irrévérencieux par rapport aux grands du monde, et c'est dans la cour des grands dont va vous parler Stélina, donc à savoir les grands du monde dans une cour de récréation, et c'est l'élection du délégué, et vous doutez bien que ces grands du monde, c'est quand même que des sales gosses, c'est tout ce qu'il faut arriver à se dire, mais Stélina vous en parle. Alors je vais finir avec ça, je vais finir avec cette image-là. Quelque chose qui m'amuse. Je vous ai dit que Chen Wen est arrivé grâce à Patayo dans les collections du musée du Quai Branly à Paris.
Et quelque part, ce qui m'amuse aussi, c'est que grâce à Patayo, et évidemment avec les éditions que l'on peut avoir donc dans la cour des grands chez Balania Eyelet, et Lost Gods, qui a été édité en taïwanais par Kiwi Fruit, bah, quelque part, les petits lianois qui sont partis de France, qui sont partis de Chine, arrivés en France chez moi, bah, ils reviennent faire un petit tour chez vous. Et je trouve que ce petit échange, c'est-à-dire de se dire que ce petit format qui a l'air complètement désuet, c'est une des choses que m'a dit une des autrices que j'ai rencontrées la première fois, une autrice taïwanaise, mais qui m'a dit, ça m'a beaucoup amusé, qui m'a dit, mais quel intérêt vous trouvez à ce format de bande dessinée de grand-mère? Et ça, je trouvais ça très intéressant. C'est-à-dire que quelque part, on est confronté à quelque chose où il y a une projection culturelle qui est donnée sur un objet que moi, j'ai pas, parce que c'est un objet complètement nouveau, c'est une façon de faire de la bande dessinée complètement nouvelle et qui vient se télescoper avec votre approche de la bande dessinée. Donc voilà, je voulais finir avec ça, c'est-à-dire j'étais très heureux, vous voyez, de recevoir par la poste des livres édités à Taïwan, reprenant un format de lianois qui a un petit peu disparu et qui vient d'un travail que j'ai pu faire en France avec des auteurs taïwanais ou hongkongais directement en direct, donc sans achat de droit. Et cette petite aventure-là m'intéresse aussi. Bien sûr, avoir été confronté à Chen Wen, ce grand maître de la bande dessinée taïwanaise, c'était quelque chose. Voilà, je voulais juste finir avec ça avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite pour vous. En tout cas, j'en suis désolé. On verra tout à l'heure pour les questions. Je vais arrêter ma présentation. Hop, voilà, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Non, ça va. Alors, bonsoir, je suis Célina, je suis dessinatrice, mais principalement, en fait, je fais du dessin de presse, pas vraiment du BDisme. Je fais du dessin de presse et comme Corrado a mentionné, je travaille beaucoup avec cette association à Paris qui s'appelle Cartooning for Peace et qui est établie par Pontu, un grand dessinateur français qui travaille, qui publie à la une du Monde pendant 50 ans. Je pense que c'est Pontu. Et je publie aussi dans les médias français comme Le Monde, France 24, Courrier International, Vox Europe. Et là, en fait, ça c'est le livre de Cartooning for Peace. On publie chaque année un livre sur un thème. Et cette année, c'est sur l'IA. Et on peut le trouver ici au Pigeonnier. Et bah, je publie aussi parfois dans les médias taïwanais ou européens. Et alors, comme je dis, je ne suis pas vraiment une BDiste, je fais vraiment du dessin de presse. Alors qu'en 2022, quand Frédéric m'a proposé de faire une bande dessinée avec tous les dirigeants du monde, comme des enfants vont à l'école et essayer de lire un délégué de classe, je me disais que ben, super, ben, ça c'est ce que je fais tout le temps déjà. Alors, je peux simplement parachuter tous les caractères, tous les dirigeants du monde que je dessine tout le temps dans une bande dessinée. Voilà, je peux faire une bande dessinée, mais en fait, c'est pas si facile, pas du tout, parce que comme vous connaissez déjà le concept de l'envoi. En fait, c'est une vignette par page, et avec le format de Petit Patayo, on n'a que 92 pages. C'est-à-dire que je dois trouver en moyenne, je dois trouver un scénario qui me permet de faire une histoire, une bande dessinée dont 92 pages. Et là, en fait, j'ai commencé à dessiner ça. C'est 3 pages de brouillon et c'est totalement différent que ce que vous voyez ici dans le livre, dans la cour d'écran. Là, c'est plutôt dans un format comme une bande dessinée traditionnelle. On voit plusieurs cases par page. Et j'ai changé en fait pas mal de choses. Là, le professeur était une chef, mais dans le livre, le professeur est un paraseux. Parce qu'en fait, le professeur est Monsieur l'ONU, enfin, l'Organisation des Nations Unies. Et aussi, il y a des personnages que j'ai pas gardés, comme le Premier ministre d'Angleterre, parce que ça change trop vite. Et avec la discussion avec Frédéric,
Il m'a dit qu'en France, en fait, on connaît plutôt le roi Charles. Donc, et aussi parce que ça ne change pas, pas si. J'espère, mais. Ben oui. Alors, du coup, ça, c'est les 3 pages brouillons que j'ai fait avant de dessiner vraiment sur le format de Livre en Roi. Et c'est juste pour voir comment l'histoire peut se développer. Et puis, en fait, le concept de Livre en Roi, c'est une ligne par page avec peu de texte, juste une ligne ou 2 lignes de texte. Et en fait, moi, je n'utilise pas de bulles pour les dialogues dans le livre. Du coup, j'ai utilisé une narration à la 3e personne et l'histoire est racontée par une fille qui s'appelle Lia. Et bien sûr, la fille elle porte ce nom pour une raison particulière parce que Lia, enfin, vous saurez à la fin pourquoi elle s'appelle Lia. Et aussi, les 2 premières pages, j'ai fait une présentation pour tous mes personnages. Et là, on voit, en fait, Macron, il s'appelle Macaron. Enfin, je joue un peu de jeu de mots. Et Biden, il s'appelle Bidon. Xi Jinping, X-Men. Poutine, c'est le même, mais avec un petit chapeau de Poutine. Et Donald Trump, Trumpet, enfin, des choses comme ça. C'est juste parce qu'en fait, si j'appelle Xi Jinping vraiment qu'un Xi Jinping, même si l'histoire est passée sur les actualités en réalité ou les situations géopolitiques, mais en fait l'histoire est assez ridicule, qui moque de tout, qui moque de nos vies, et enfin, c'est juste pour être un peu plus marrant, un peu plus troll. Enfin oui, c'est juste un peu jeu de mots. Et kimchi, c'est le Dijon du Corée du Nord. Alors ça, c'est la couverture que tous les gens du monde, quand des enfants vont à l'école. Et là, on voit Tsai Ing-wen, bien sûr, parce que je suis taïwanaise, c'est obligatoire d'inclure Tsai Ing-wen dans le livre. Et en fait, mais pas tous les personnages sont des politiciens. Il y a aussi Elon Musk et Zuckerberg dans le livre. Qui d'autres? Ben, les autres sont tous les gens du monde. On peut toujours trouver dans les actualités. Et là, enfin, comme l'histoire est passée vraiment sur les actualités, on peut trouver pas mal de choses. En fait, j'utilise beaucoup dans mes dessins de presse. Et là, c'est la campagne électorale de Macron. Enfin, là, je suis sûre que vous connaissez tout. Enfin, c'est une référence à la réforme des retraites. Du coup, Macron, il propose de prolonger des heures de classe, 20 minutes plus, c'est comme 62 ans à 64 ans, 2 ans plus de travail. Et en fait, parce qu'en fait, le livre était originalement pour les lecteurs français. Je pense pas qu'il y aura une maison d'édition taïwanaise qui est intéressée par ce livre. Donc, il est le candidat numéro 1. Voilà. Et puis, ça, c'est la scène que j'adore absolument. En fait, il y a plus que 4 cases, mais ici, je montre juste les 4 cases. Ça, c'est une scène dans la toilette. Et on voit 2 divisions à l'extérieur et à l'intérieur. Et à l'extérieur, on trouve Modi et Erdogan. Ils sont en train de pisser. En fait, ça signifie la nouvelle ordre mondiale. Et à l'intérieur, on voit Biden et Xi Jinping qui sont en train de se battre pour le seul rouleau de papier toilette. Et c'est comme ils se battent pour être la première puissance mondiale. Mais à la fin, en fait, le papier toilette est ramassé par Modi. Alors, c'est-à-dire que peut-être l'Inde va être la prochaine puissance mondiale. On ne sait pas, mais peut-être c'est juste. Il y a toujours une préférence pour toutes les scènes dans l'histoire. C'est qui les regarde à la fenêtre? Ah oui, en fait, ouais. En fait, les deux, c'est Elon Musk et Zuckerberg. Parce que c'est-à-dire que en fait, les réseaux sociaux se mêlent toujours dans nos affaires. On voit à travers les fenêtres, on voit 2 visages là, à droite et à gauche. Et là, sur le mur, on voit aussi Kim Jong-un, c'est un peu comme un doudou. Et bien sûr,
on voit aussi l'ingérence de Donald Trump dans les élections. Et là, en fait, le dessin, j'ai fait en 2022. Et ben, on va voir, est-ce que ça va arriver cette année aussi en novembre. Et comme je suis dans l'année, ce que j'ai dit, c'est obligatoire de faire Tsai Ing-wen et aussi de parler les relations triangulaires entre la Chine, Taïwan et les États-Unis. Et là, on dit que c'est vraiment une casse-tête chinoise. Et ben voilà, je pense que je suis pas complètement du coup. Et le livre est traduit en mandarin cette année par l'édition Palaina Estate. La version on peut trouver ici, non? Ce soir, non. Ok. Mais oui, c'est dans toutes les librairies et des librairies en ligne. Ah, ok. Ok. Du coup, oui, on peut trouver côte à côte les deux versions. Et la version mandarin est un peu plus grand. Et aussi, enfin, il y a des choses un peu différentes de la version française. C'est quoi les différences? Oh non, mais j'ai la couverture. Ah, ok, ok. Le contenu est le même. D'accord. Oui. Et avant de laisser la parole au public, j'en profite. Qu'est-ce que tu as fait alors des beaux pour les intelligences artificielles? Pas rien. Moi, je fais la couverture. Non, mais non, mais je ne sais pas si tu avais des choses à partager sur les processus, sur ta couverture. Non, là, par contre, bah, c'est vraiment un dessin que j'ai publié à la Une du Monde l'année dernière sur l'IA, mais aussi parce que le titre est l'IA, une évolution, révolution ou une évolution. Du coup, je pense que ça, c'est vraiment c'est juste pour montrer que c'est peut-être une révolution ou une évolution. Voilà, ok. Tu avais une réponse intelligente, même si la question n'était pas faite. Bon, merci. Si vous avez des questions à nos trois intervenants, c'est le moment. Ou des choses à partager, des coups de cœur, des questions. Salut. Salut, ça va? Alors, moi, j'ai une première question à Frédéric. Est-ce que vous m'entendez? Donc, j'ai une question à Frédéric. Oui, oui, je vous entends. Je vous entends. Donc, votre collection Petit Bataillon, ça part toujours de zéro avec tous les artistes, les BDistes. Donc, et en plus, ce sont des BDistes pas que français, il y a de toutes les nationalités. Comment vous travaillez avec eux? Est-ce que parfois le processus est assez long? Oui, comment ça marche? Alors là, cette année, donc ça va faire 4 ans que Patayo existe. Cette année, je vais sortir mon 19e Lianois. Voilà. Donc, un point qui était très important, et c'est pour ça que le travail que je vous ai montré là, que ce soit celui d'Evergreen ou de Stellina, vous montre bien que dans un format qui est imposé, c'est ce que vous a dit Stellina, 92 cases par 92 cases, pas une de plus, pas une de moins, un nombre de textes limité, et puis aussi l'obligation du noir et blanc, et puis un format qui a toujours la même taille, hein, les cases sur les petits patayos, c'est 13 par 8. Et bien, malgré le fait qu'on ait un format complètement statique et figé, en fait, on a des histoires à chaque fois complètement différentes. Et quand je dis des histoires complètement différentes, vous avez bien vu qu'il y a bien sûr une façon de dessiner des auteurs qui est complètement différente, mais il y a aussi des thématiques et des atmosphères et des univers de chaque auteur qui est complètement différent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place vraiment sur l'ensemble de la collection des petits patayos, sur le 19e. Pour votre information, par exemple, le 19e qui va sortir sera un roman photo, mais en lianois. Voilà. Donc, c'est pas des images dessinées, mais c'est des photographies qui va explorer la question du souvenir, de la mémoire écologique, etc. Donc, ici, on peut aller creuser des thématiques un petit peu particulières. J'ai aussi du travail qui a été fait avec un artiste que je pourrais considérer comme de l'art singulier, quasiment autodidacte, parce que quelque chose qui est très, très important,
alors, Stelina avait déjà fait des travaux, Evergreen a aussi travaillé, mais quasiment dans les petits Patayos, j'ai que des auteurs, c'est leur premier livre. C'est-à-dire, quand je dis leur premier livre, c'est le premier livre en bande dessinée avec histoire et images fait par les auteurs eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, quand j'ai dit ça, et que faut savoir, donc j'ai travaillé avec Stelina, Evergreen, Kwang Shin-no de Hong Kong, j'ai travaillé avec Kitsuneko Nagata à Tokyo, j'ai travaillé avec Wei Junsun, donc chinoise, mais qui vit à Nantes, et puis j'ai travaillé avec des auteurs français. Eh ben, puisque vous travaillez avec des auteurs, c'est le premier livre, bah, quelque part, chaque auteur va avoir une thématique particulière, une façon de faire particulière, mais aussi une découverte de faire des histoires. Et à partir de là, bah, la temporalité peut être complètement différente. Stelina, je crois que c'est venu très très vite. C'est venu très très vite, que ça soit dans le dessin, etc. C'est en mois que ça a été fait. Par contre, j'ai des auteurs, on parle en années, de façon à restabiliser l'histoire, de façon à ce que les images s'enchaînent bien les unes par rapport aux autres, que le lecteur a besoin de travailler. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce... Alors, l'IA, c'est Stelina qui nous le dit dans la cour des grands, c'est peut-être celui qui va peut-être gagner à la fin, mais c'est aussi grâce à tous nos outils informatiques, ça permet de travailler complètement à distance. Et moi, je n'ai en fait, que ce soit avec Stelina ou Evergreen ou Kwang Shin-no ou même Kitsuneko Nagata, alors Kitsuneko, ça a été même encore pire, parce qu'elle ne parlait pas anglais, je ne parle pas japonais, donc il a fallu qu'on passe par un intermédiaire, etc., pour à peu près échanger. Et ben, on utilise les moyens qui sont mis à disposition, les fichiers, les visios comme là, pour pouvoir avancer ensemble sur les projets. Et chacun a son rythme. Kitsuneko Nagata, c'était 1 an et demi, voire 2 ans de travail, là où j'ai été très surpris, parce qu'on m'avait dit que les mangaka travaillaient très très vite. Et elle a utilisé justement ce format de Lian Wanhua pour amener une façon de dessiner qu'elle n'avait pas encore explorée, et surtout une histoire qu'elle n'aurait pas pu publier au Japon. Donc, c'était quelque chose d'assez intéressant. Puis après, je peux avoir des auteurs qui ont travaillé en 2-3 mois. C'était complètement fait. Voilà, c'est juste un échange, et puis un échange en français, quand on a la chance de de parler français, y compris avec Stelina, ou en anglais, quand les auteurs ont la gentillesse d'accepter mon anglais bien français dans la communication. On arrive à faire des beaux livres, c'est ça qui est important. Voilà. Merci. D'autres questions? Merci beaucoup pour cette conférence, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai une question pour vous, Stelina. Je me demandais dans quelle mesure, pour le GEPA, est-ce que vous étiez inspiré un petit peu du petit Nicolas, par exemple, dans le côté un peu potage? Je sais qu'il y avait aussi quelque chose qui avait été fait, qui s'appelle le petit Nicolas et les copains, je crois, où c'était un peu une caricature justement de Nicolas Sarkozy avec Ségolène Royal qui reprenait les codes du petit Nicolas. Donc, je me disais si c'était quelque chose que vous aviez croisé pour carrément caricaturer les G20. Exactement, en fait, pour moi, c'est plutôt South Park. Je ne sais pas si vous connaissez South Park. Je crois que c'est vraiment, oui, c'est vraiment. Et aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit que l'école, ça a l'air très américain. L'école, enfin, de l'école, c'est la couverture. Oui, mais ça a l'air un peu comme une école à l'américaine. Du coup, oui, c'est plutôt South Park. D'autres questions? Bonsoir, merci beaucoup à tous les trois. Et je voulais savoir comment a été reçu ce format justement de BD les 23 en France. Quels avaient été les retours? Et Célina, il est plutôt là. C'est une bonne question. En fait, je suis assez étonné. Alors,
il y a plusieurs choses qui se télescopent. Donc, d'une part, il faut savoir que on a une très grande production de bandes dessinées en France. Je crois qu'on est à 12-15 000 livres bandes dessinées qui sortent à peu près par an. Ce qui domine énormément, c'est soit le manga, donc d'origine japonaise, soit un petit peu donc les comics américains. Puis autrement, on est vraiment dans le format franco-belge, revisité, comme vous a présenté aussi tout à l'heure Corrado. Alors, quand vous arrivez dans un marché, parce que là, je vais prendre une casquette d'éditeur vraiment entreprise, quand vous arrivez dans un marché dans lequel le produit que vous proposez n'existe pas, ben, il faut du temps pour que les gens se l'approprient. Et ce qui m'a le plus surpris et qui m'a le plus peiné, en fait, et qui maintenant me peine moins, c'est que en France, on a beaucoup de librairies spéciales bande dessinée. Et en fait, paradoxalement, les librairies spéciales bande dessinée ne considèrent pas le Lianois comme de la bande dessinée. Ils considèrent ça plutôt comme du livre illustré, donc plutôt pour de la jeunesse, ou éventuellement un petit quelque chose. Donc en fait, paradoxalement, c'est un format qui a beaucoup de mal à s'implanter et qui aussi, paradoxalement, et ça c'est l'intérêt que j'ai et que j'explore dans d'autres livres, dans d'autres collections, c'est que le fait que le texte soit décollé de l'image, soit pas dans des bulles, etc. En fait, paradoxalement, ça me permet de toucher un public qui est assez peu sensible à la bande dessinée traditionnelle. Tout simplement parce que je le vois quand je fais des salons, il y a beaucoup de gens qui me disent bah, moi, j'arrive pas à lire de la bande dessinée parce que quand les textes sont au milieu des images, ça s'embrouille dans ma tête et au bout d'une page, j'arrive plus à lire l'histoire, etc. Alors que les Lianois, c'est une façon, en fait, quelque part, de. Il y a des gens qui démarrent en regardant les images et qui vont lire le texte, et il y en a beaucoup de gens qui lisent le texte et qui regardent les images. Et c'est ça aussi, ce petit jeu que je trouve très, très intéressant. Et pour finir pour répondre vraiment à la question, c'est un format qui a du mal à s'implanter, qui nécessite de pouvoir en parler. Mais par contre, ce que je vois, c'est que quand les gens se sont appropriés, c'est un format qui les intéresse énormément. Et ce qui les intéresse énormément, c'est de se dire, mais comment ça se fait que dans un aussi petit livre, on arrive à faire autant d'images, on peut arriver à faire un monde complètement entier. Dans la cour des grands, on est rentré carrément dans le monde entier avec carrément les grands du monde. Lost God, c'est vraiment une grande divinité. J'ai un autre livre qui s'appelle 6000 mondes, où c'est deux mondes qui sont l'un sur l'autre, et tout ça tourne en 92 cases. Donc on peut avoir une forte richesse en un format très très petit. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend son temps. C'est pour ça que je maintiens cette collection-là. J'insiste, voilà, et on commence à avoir. Et puis, bah, quelque part, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que de savoir que ces livres-là vont faire un tour dans l'ère culturelle initiale, et ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, en fait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être nous arrêter ici. Mais après, on dit au revoir à Frédéric, on pourra échanger. Alors, je dis alors un petit mot à Frédéric parce que franchement, je trouve complètement passionnant. Et alors, je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais je ne sais pas si tu vois Tex, western italien, 70 ans d'histoire éditoriale. Alors bon, peut-être le lectorat n'est pas très jeune, mais néanmoins 70 ans. Tout format confondu, ils font de la franco-belge aussi. Et cet été, ils commencent une nouvelle collection alors pas Lien Huanghua, mais de BD à l'horizontale, un petit format comme ton format Lien Huanghua. Donc, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a quand même les bulles, mais c'est le format comme c'était vendu en kiosque il y a 70 ans. Et pareil, j'ai lisé dans la presse, enfin, dans les réactions Facebook. Oui, un peu boomer, ok. Mais quel est l'intérêt de faire une BD aujourd'hui dans un format qui était très vendu? Mais il y a, voilà, ça, exactement. Ça, c'est un livre que j'ai fait avec un auteur québécois qui m'avait envoyé des images. Alors, je sais pas, on voit un petit peu, c'est des images sans parole, vraiment une approche cinématographique. Et j'ai fait travailler a posteriori un écrivain qui a écrit une des histoires possibles, et cette histoire-là se déroule sur une ligne en dessous. Et on a fait quelque chose que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de Patayo, si vous avez envie, c'est qu'on a lu à voix haute le texte en faisant défiler les images. Et je trouve qu'on a une potentialité cinématographique qui est très très forte dans ça, et je suis assez content de voir que justement, on arrive aussi de temps en temps à se sortir
du fameux format franco-belge, les cases qui s'enchaînent, etc., pour peut-être retrouver, inventer d'autres éléments et qui vont farfouiller avec d'autres univers, que ce soit le cinéma ou le jeu vidéo. Kang Shin-lo, par exemple, si vous suivez un peu son travail, c'est un travail où il utilise énormément un petit peu les potentialités du jeu vidéo en travaillant justement sur les plongées contre plongées, les éléments qui peuvent s'entrechevêtrer et tout. Et si je trouve quelque chose, c'est un média, c'est aussi la force de la bande dessinée, c'est de pouvoir être transversal d'être transversal par rapport à d'autres arts, et puis on voit bien d'aller farfouiller, que ce soit dans l'imaginaire, dans l'actualité, c'est ce que vous montriez aussi dans la revue dessinée que vous avez montré, d'aller dans le dessin de presse, etc. Et donc d'aller farfouiller dans plein de traces. Voilà. En tout cas, merci de tout ça. C'est sympa d'entendre ça. J'étais très content d'être avec vous. Je vais vous laisser finir tranquillement la soirée. Moi, je vais commencer mon après-midi et je vous remercie beaucoup. Allez, à l'après-midi. Merci. Bravo à vous. Et j'espère un jour vous voir en vrai, mais ça, on verra. Salut. Salut, Célia. Ciao. À bientôt. Oui, donc, à remercier à Corrado, Frédéric